Pendant des siècles, une idée a semblé évidente. Pour qu'un navire aille plus vite, sa proue doit être fine, droite et tranchante. Il suffit de regarder les voiliers, les clippers du 19e siècle ou les grands paquebots du début du 20e siècle, comme le Titanic, pour comprendre cette logique. Une étrave longue et étroite semble fendre l'eau, réduire la résistance. L'intuition est simple. Plus la ligne est fine, moins il y a d'obstacles. Et pendant longtemps, cette intuition a réellement fonctionné. Mais elle appartenait à un monde de navires plus petits, de vitesses différentes et d'échelles incomparables à celles d'aujourd'hui. Lorsque les navires ont grandi de façon spectaculaire et que le commerce maritime est devenu massif, un constat inattendu est apparu. Cette logique ancestrale ne produisait plus les résultats espérés. Si les navires modernes paraissent étranges, ce n'est pas parce que les ingénieurs ont oublié les règles du passé, mais parce que la nature même du problème a changé. Pendant des générations, les navires de commerce et les navires à passagers se ressemblaient étonnamment. La raison est simple. Bien avant les équations et les simulations, les marins avaient empiriquement identifié quelques principes fondamentaux du déplacement sur l'eau. Pour aller plus vite, la coque devait être lisse, allongée, et la proue aussi affûtée que possible. Cette idée semblait si évidente qu'elle ne faisait presque jamais débat. Avec le temps, ces observations ont donné naissance à une véritable science, l'hydrodynamique. Les ingénieurs ont commencé à étudier de manière systématique la façon dont l'eau s'écoule autour d'une coque, quelle forme génère le moins de résistance et comment améliorer l'efficacité globale d'un navire. Les coques sont alors devenues toujours plus fines et plus rapides. Vers le milieu du 19e siècle, la forme générale du navire était en grande partie fixée et elle allait rester remarquablement stable pendant des décennies. Mais concevoir un navire a toujours été une affaire de compromis. Il doit être stable, donc suffisamment large et massif, et en même temps rapide, donc long et élancé. Les clippers et les grands voiliers marchands du 19e siècle représentaient l'un des meilleurs équilibres jamais atteints, long, étroit, mais doté d'un volume important pour transporter de lourdes cargaisons, céréales, épices, laine. Cette architecture s'est révélée si efficace qu'elle a été presque intégralement reprise pour les paquebots à passagers. Si l'on compare par exemple le Cutty Sark et le Titanic, construits 40 ou 50 ans plus tard, les similitudes sont frappantes. Même les sections transversales de leur coque présentent des ressemblances étonnantes, alors que le Titanic était près de 50 fois plus important en termes de déplacement. La forme du navire était devenue standardisée, presque formulaire. Le principe restait inchangé. Pour aller plus vite, la proue devait être fine et tranchante, capable de couper l'eau proprement. Pourtant, au début du XXe siècle, quelque chose d'étrange s'est produit. Et cela ne s'est pas produit dans la marine marchande. À cette époque, de nombreux navires de guerre étaient équipés d'éperons sous la ligne de flottaison. On pensait qu'un choc direct permettrait de neutraliser un adversaire plus efficacement que l'artillerie. Les cuirassés furent donc construits avec de massifs prolongements à l'avant, immergés sous l'eau. D'un point de vue militaire, cette idée perdit rapidement son intérêt. Mais lors des essais, un effet inattendu apparut. Les navires dotés de ces protubérances sous-marines se déplaçaient plus efficacement. À vitesse égale, leurs moteurs fournissaient moins d'efforts et la consommation de carburant diminuait. Personne ne cherchait une solution économique, on est simplement tombé dessus par hasard. Intuitivement, on imagine qu'un navire dépense de l'énergie pour se frayer un chemin dans l'eau, comme si celle-ci était une masse dense qu'il faudrait repousser. Cette image fonctionne pour de petits bateaux. Mais dès que les dimensions et la vitesse augmentent, cette intuition devient trompeuse. Pour les grands navires, la principale source de résistance n'est plus la viscosité de l'eau, mais les vagues que le navire crée lui-même en avançant. Lorsqu'un navire se déplace, sa coque déplace un volume important d'eau. Cette eau ne disparaît pas, elle se réorganise sous forme d'un système complexe de vagues. La plus visible est la vague d'étrave, cette crête qui se forme à l'avant. Mais elle n'est que la partie émergée d'un phénomène plus vaste, une traînée ondulatoire complète qui longe la coque et s'étire jusqu'à la poupe. Chaque vague représente une dépense d'énergie, une énergie que le moteur a déjà fournie. Plus ces vagues sont hautes et étendues, plus une part importante de la puissance est consacrée à créer des oscillations de l'eau plutôt qu'à faire avancer le navire. À certaines vitesses, un régime particulièrement défavorable apparaît. La longueur des vagues générées commence à correspondre à la longueur même du navire. Celui-ci se retrouve alors coincé
entre la vague d'étrave et la vague de poupe, comme s'il devait tirer une masse d'eau avec lui. Le moteur force, la consommation augmente, mais le gain de vitesse devient de plus en plus faible. C'est précisément à ce moment-là que la logique traditionnelle s'effondre. Une étrave fine et pointue permet certes à l'eau de s'écouler proprement le long de la coque, mais elle génère aussi une vague d'étrave puissante. Visuellement, elle peut sembler élégante. Physiquement, c'est une perte nette, de l'énergie transformée en vague et non en mouvement utile. Sur les petits navires, cet effet est resté longtemps secondaire. Mais pour les géants des mers, porte-conteneurs, pétroliers, grands navires marchands, qui naviguent pendant des semaines à vitesse quasi constante avec de milliers de tonnes de charge, la résistance de vagues devient le facteur dominant. Un paradoxe apparaît alors. La forme qui avait été pendant des décennies le symbole même de la vitesse commence, à grande échelle, à jouer contre le navire. Plus le bateau est grand et rapide, plus chaque vague supplémentaire devient coûteuse. C'est ainsi que les ingénieurs ont commencé à observer un phénomène troublant. Certains navires, dotés d'étraves imparfaites, contre-intuitives, présentaient une meilleure efficacité énergétique. Ils n'avaient pas l'air rapides, mais ils avançaient plus facilement. Le problème n'était donc pas seulement la façon dont l'eau s'écoulait autour de la coque, mais les vagues produites par cette interaction. L'étrave à bulbe paraît étrange précisément parce qu'elle ne cherche pas à couper l'eau. Elle ajoute volontairement du volume sous la ligne de flottaison, là où naissent les vagues les plus énergivores. À première vue, cela ressemble à une erreur. Plus de volume devrait signifier plus de résistance. Pourtant, c'est ici que le raisonnement bascule. Le bulbe ne lutte pas contre les vagues par la force. Il intervient au moment de leur formation. Il génère sa propre vague, en amont, avec une phase soigneusement calculée. Le reste n'est pas de la magie, mais de la physique, l'interférence des ondes. Il est essentiel de le préciser. Une étrave à bulbe ne rend pas un navire universellement plus rapide. Ce n'est pas un bouton miracle. Son efficacité dépend d'un régime précis, une vitesse et un tirant d'eau déterminés lors de la conception. C'est pourquoi on la trouve rarement sur les petits navires, ou sur ceux dont le profil de vitesse varie fortement. En revanche, pour les grands navires marchands qui évoluent longtemps à vitesse constante, le gain est considérable. Une réduction de quelques pourcents de la résistance de vague représente des milliers de tonnes de carburant économisées chaque année, et donc des coûts moindres, une autonomie accrue et un impact environnemental réduit. Pour autant, l'étrave à bulbe n'est pas l'aboutissement ultime de l'évolution. Elle répond à un problème précis dans un cadre bien défini. Aujourd'hui, la conception navale s'appuie de moins en moins sur la tradition et de plus en plus sur la simulation numérique des écoulements. De nouvelles solutions apparaissent, comme les étraves inversées, qui poursuivent le même objectif par d'autres compromis. L'avenir de la forme d'étrave ne réside pas dans une solution universelle, mais dans l'ajustement fin au profil réel du navire. La coque cesse d'être simplement bonne en général. Elle est conçue pour des routes spécifiques, des charges précises, des vitesses données, et même pour les types de vagues rencontrées le plus souvent.